Ce qui est le fun avec l'ultra trail, c'est que ça exige beaucoup de préparation quand tu fais des longues distances. Puis, autant que ça peut être le fun, autant que ça peut être stressant la journée de la course. C'est pour ça que j'ai décidé de créer une petite checklist avant ta course qui va te dire quoi faire 4 semaines avant, 2 semaines avant, les journées avant ta course, puis le matin même pour que quand tu arrives à ta course, ben, tu te sens prêt, puis tu as juste à penser à performer. Il n'y a pas à te stresser quoi faire, quoi pas faire, quoi oublier. Tout est écrit là. Tu lis une ligne, tu coches, next, coche, puis tu adaptes la checklist selon tes situations, bien sûr. Fait que si ça t'intéresse, tu peux le downloader. Le lien est dans les notes de l'émission. Bienvenue à l'épisode numéro 5 du podcast de Performance Impetus. Cette semaine, on reçoit Marc-Olivier Simard, qui est mon coach pour ma préparation pour mon premier 100 miles. L'épisode va être divisé en deux parties. La première partie, qui est cette semaine, ça va être tout ce qui est le parcours de Marc-Olivier Simard. On va parler de sa préparation pour son meilleur temps au marathon de Boston. Qu'est-ce que selon lui, ça prend pour faire un sub 3 au marathon. Puis, on finit ça avec des tips sur, selon lui, qu'est-ce qui améliore une relation athlète-coach quand il travaille à distance? Parce que la majorité des gens, on n'a pas accès à un coach à chaque jour qu'on s'entraîne. On en a profité pour parler des tips pour améliorer la relation, puis s'assurer que la progression soit la meilleure possible. Puis la semaine prochaine, la deuxième partie, on va tout faire un deep down de ma préparation pour mon premier 100 miles. Donc, on va vraiment aller geeker sur tous mes blocs d'entraînement jusqu'à ma préparation pour mon premier 100 miles, qui est l'UTCC 70 au mois d'août 2026. Donc, ça va être la semaine prochaine. Donc, je vous laisse avec l'épisode de cette semaine. Bonne écoute. Puis, je te dirais, là, quand j'ai fait mes recherches, là, j'étais de tes temps. On peut checker ça un peu. Là. Premièrement, tu as joué pour le Rouge et Or, football. Exactement, oui. Ça a été une grosse Numéro partie de ma vie, 15. le foot. Là. Numéro Numéro 15, des bonnes demi-défensif. recherches quand même. Ouais. Demi-défensif, exactement. Fait que ça a été une grosse partie de ma vie, là, je te dirais. Depuis que je suis jeune, depuis que je suis jeune, ça a été vraiment le gros de mes entraînements. Tout était autour du football. Puis l'école était principalement aussi en raison du foot. Là. Je suis pas en train de dire que si j'avais pas eu le foot, je serais pas allé à l'université. Mais probablement que ça aurait été ça. J'aurais pas été dans la rue, mais sûrement que l'université aurait pris le bord, puis l'école aurait pris le bord, puis j'aurais fait un DEP, puis je m'en serais tiré comme ça. Mais c'est ça, ça a été vraiment mon ancrage, là, je te dirais, là, académique pour continuer. Okay. Puis, t'as-tu toujours fait demi-défensif tout le temps que tu joues au football? Non, c'est ça. Là, la réalité du sport au foot, là, quand t'es plus jeune, c'est certain que demi-défensif, on va dire, là, demi-défensif, t'as pas de main, t'es pas le meilleur athlète, on va te mettre à l'extérieur du jeu. Surtout dans mes années, mais c'était plus un football qui était axé sur la course, le football plus physique un petit peu. Aujourd'hui, ça change. Là. Il y a de plus en plus d'athlètes là, demi-défensif, là, même en plus bas âge. Mais je te dirais, en plus jeune, j'ai fait un peu toutes les positions, là, que ce soit pour ceux qui connaissent un peu le foot, là, secondaire, porteur de ballon, receveur, free safety. Bref, j'ai touché un peu. J'ai même été D-line un peu dans les premières années. Okay. Je m'avais dit, je veux-tu jouer au line? Au line, là, j'avais pas le physique de l'emploi, mais je me posais pas de questions, puis je fonçais vers l'avant. Fait que ça pouvait aider par moment aussi, là, à jouer à cette position-là. Fait que bref, j'ai joué un peu toutes les positions. C'est vraiment rendu sur l'équipe du Québec que j'avais fait, là, que j'avais été mis à demi-défensif. Puis après ça, au cégep aussi, là, j'avais joué demi-défensif. Puis même chose à l'université. Là. Puis, sans rentrer dans les détails, là, moi, je connais zéro le football. C'est quoi ça fait, mettons, un demi-défensif? Mais principalement, au football, tu as le corps arrière, lui qui lance le ballon. En général, c'est comme la superstar de l'équipe. Tu as les receveurs de passe qui, eux, attrapent le ballon. Puis en défense, de ceux qui doivent empêcher les receveurs d'attraper le ballon. Puis ça, c'est ce qu'on appelle un demi-défensif. Là. Son rôle principal, c'est d'empêcher le receveur d'attraper la passe. OK, je comprends. Puis t'as fait ça jusqu'à quel âge environ? Ça, jusqu'à la fin de mon université. Je devais avoir... OK. J'ai commencé ça en bas âge, au primaire. Ouais. Puis, mais si je veux plugger le skate, là, si-tu pendant le football, après le football, avant la course? Ben, le skate, c'est bon parce que je me considère pas un skater, vraiment pas. Quand je jouais au foot, je trouvais toujours ça avait toujours l'air vraiment attrayant, ce sport-là. Tu vois, j'ai regardé le monde faire du skate chez le crime. Les gars ont l'air libres, principalement. Ils se promènent, c'est relax. Puis je me suis toujours dit, hey, si j'avais pas le foot, parce qu'il y a quand même un risque de blessure associé à ça, du moins dans ma tête, c'est ce que j'avais en tête.
Je me disais, après le foot, je vais essayer ça. Fait que, moi, quand j'ai fini le foot, je me suis vraiment mis à faire plein de sports, là. J'ai touché à plein de sports. Même quand j'étais jeune, je touchais quand même à plein de trucs. Le multisport, c'était vraiment important. Mais quand tu viens à l'université, ben, c'est certain que là, tu te spécialises dans un sport. Donc là, tu mets de côté toutes les autres options. Fait qu'après, ben, c'est ça, j'ai touché à du skate, j'ai fait des arts martiaux, j'ai fait OK. du fond un peu, j'ai touché un peu le sport d'endurance et tout. Puis le skate, ben, c'est toujours resté. Au départ, après le foot, je me suis dit, hey, ça c'est le fun, je tripe là-dedans. J'en fais, puis je me considère pas comme étant un pro, mais juste le fait d'aller rouler, je trouve que aujourd'hui, c'est vraiment le fun pour du cross-training. J'alterne un peu de chaque côté aussi. Fait que tout ce qui est poussé, équilibre aussi à travers ça, ça a été vraiment là, bon. Puis c'est ça, faut savoir aussi, quand j'étais au foot à l'université, plusieurs chirurgies, énormément de chirurgies en fait. Puis cheville cassée, plaqué vis dans la cheville. Puis là, quand je me suis mis à faire de la planche à roulettes, étonnamment, ça a renforcé vraiment là, tout ce qui était muscle stabilisateur autour de la cheville. Au niveau de Ouais. l'équilibre, c'était excellent. Ouais, vraiment, vraiment. Puis la cheville, ben, aujourd'hui, il n'y a pas de problème. Là. Je peux courir sans... Puis j'ai remarqué aussi, quand on a commencé à travailler ensemble, t'étais parti en Grèce. Puis quand tu Ouais. voyages, tu skates beaucoup, là. En tout cas, je voyais ça sur Strava, là. C'est genre, OK, le gars, il skate, là. Ça peut m'arriver. En Grèce, justement, c'est pas les meilleurs parcours pour skater. Je trouve que c'est une belle façon de visiter. J'étais parti en Ouais. mode solo là, à ce moment-là. Fait que tu pars avec ta planche, mode liberté, tu te promènes, t'arrêtes à gauche, à droite. C'est vraiment un bon moyen de transport aussi. Là. Puis ça rajoute un petit plus, un petit trip aussi là, Ben oui. dans le voyagement. Ouais. Nice. Puis là, est-ce que la course est arrivée tout de suite après le football? Là, je te dis que je viens d'une famille de sport d'endurance. Fait que je savais OK. qu'après le foot, probablement, j'allais transféré en athlète d'endurance, mais je savais pas quel sport. Est-ce que ça allait être le vélo? Est-ce que ça allait être le ski de fond? Est-ce que ça allait être la course? Je savais pas encore. Quand j'ai fini l'université, ben, faut dire aussi qu'avec toutes les blessures que j'avais eues, je me suis dit, ben là, jamais je pourrais courir plus qu'un 5 km. Oublie ça. Le corps est trop magané pour Ouais. ça. Finalement, j'ai pris le temps d'avoir un bon 6 mois là, de sans entraînement, poids de corps, pratiquement de revenir avec de la physio. C'est un peu qu'est-ce qu'on va faire dans la première phase là, Ouais. de build-up pour l'ultra, de revenir vraiment à la base, travailler toutes les petits joints au niveau de l'entraînement, toutes les petites affaires qu'on prend pas le temps de faire dans une préparation spécifique pour une course. C'est ça, fait que je me suis dit, ben là, let's go, on y va pour la course. J'avais l'impression que j'avais encore une petite flamme là, de dépassement. Quand t'es dans le sport toute ta vie, ben t'as ça. Tu peux sûrement le partager avec toute ton expérience de sport d'athlète, en fait. Fait que quand tu finis ça, ben là, tu te retrouves au dépourvu, tu as été dans une structure très, très présente toute ta vie, tu as été habitué à te dépasser, puis là, tu te retrouves de face au vide. Fait que athlètes là, qui finissent leur carrière assez rapidement, ben, je dis rapidement parce qu'on reste jeune, on finit l'université, t'as comme 22, 23 ans. Puis là, tu te retrouves, tu n'as plus de sport. S'il te manque un petit quelque chose, ça, c'est clair. Là, moi, ce petit quelque chose-là, j'ai été le combler par la course initialement. Est-ce que c'était fait toujours de manière saine? Pas nécessairement. Une fois, quand tu veux combler un manque, tu fais, oh, OK, il y a peut-être un petit déséquilibre à quelque part. Mais c'est d'en être conscient aussi, puis de se rappeler pourquoi on fait ça, puis pourquoi on veut aller pourquoi on veut pousser la machine jusqu'à un point tel. Fait ça, puis j'ai vraiment trippé. Là. Justement, ça a nourri cette petite flamme-là qui est restée en dedans. La pire chose aussi, c'est de s'éteindre aussi comme être humain, puis de juste dire, ben, yeah, mon sport de compétition est derrière moi. Le dépassement de soi, c'est fini, puis j'ai joué plus ça. Ben, je pense qu'on peut pas enlever ça de quelqu'un qui trippe là. Non, puis, tu sais, je pense que... En tout cas, moi, je suis le même, là. Ça partira jamais. Il va toujours avoir quelque chose pour combler cette vide-là, tu sais, que ce soit, tu sais, mettons, la course à pied, ça peut être aussi, tu sais, le crew ou whatever. Tu sais, tu vas avoir... Je pense que quelqu'un qui est compétitif puis qui est toujours à la poursuite de quelque chose, ça va être tout le temps, là. Je pense. Ouais. Ben, en même temps, c'est un danger, moi, j'ai l'impression. C'est un danger quand même aussi de toujours reach plus. Puis c'est ce que je me suis rendu compte déjà avec la course. À un moment donné, c'est bien beau courir après des minutes, mais jusque où on veut aller là-dedans. On en parlait en début d'émission. T'as ta famille aussi là-dedans. À un moment donné, ben, c'est bien beau de faire l'ultra. Okay, si tu réussis, mais maintenant tu fais ton ultra en tel temps, puis là, tu dis, OK, ben là, c'est pas assez. Je vais aller faire la même distance, mais encore plus rapide. Là, finalement, tu t'atteins ça, puis on est des êtres humains éternellement insatisfaits. Là. C'est un peu ça aussi, des fois, qu'il faut juste se ramener, genre, OK, jusqu'à quel point on va aller là-dedans. Puis c'est cyclique aussi, je trouve, quand même, ces phases-là de vouloir se dépasser. Là. Mais, puis, ça a quand même porté fruit, ton histoire de course, parce que j'ai sorti tes stats, puis je peux les dire en rafale. Là. Marathon Beneva 2022, 2h43, 20 secondes. Après ça, Marathon de Rotterdam, 2h42. Marathon de Boston, 2h35. Revel, au Nevada, 2h33. Ce ne sont que des temps. Ce ne sont que des minutes sur le marathon. J'ai sorti... Je sais que j'étais voir Nevada, il y a beaucoup de D-.
Je me trompe pas? Ouais, celui-là, ça a été mon premier marathon que je considère pas comme étant une vraie course, là, en raison du parcours, justement, qui est facilitant, là, pratiquement. Je veux pas exagérer, tu descends quasiment de montagne, là, fait que ça, c'est un Ouais. parcours Mais Boston, super le fun. c'est genre, on parle de 3,40, 3,41 du kilo, à peu près. Boston, on pourrait parler de ça. Ceci dit, on est des éternels insatisfaits, comme on disait. Cette course-là, on s'était vraiment préparé beaucoup. Puis on est arrivé, malheureusement, dans une course, tu contrôles pas toujours tous les facteurs. On arrive dans une course, vent de face, pluie et tout, là, tu sais, tout pour nous permettre de ralentir. Puis malheureusement, cette journée-là, je visais plus rapide que ça. Puis je pense que Ok. j'étais honnêtement dans des conditions pour faire plus rapide, mais malheureusement, ça n'a pas été la bonne journée pour ça. Somme toute, ça reste une belle performance aussi si on regarde les temps, juste si on regarde juste le temps, mais encore là, ce ne sont que des minutes. Puis l'important, ben, c'est le dépassement de soi. Puis c'est ça. C'était une belle course au final, mais ça aurait pu toujours être mieux. Ben oui, non, c'est ça, c'est le sport. Moi, j'avais une question par rapport à ça parce que, honnêtement, moi, Vas-y, ouais. je me considère, je pense pas un jour que je vais atteindre ça, là. En tout cas, peut-être, mais en ce moment, tu sais, tu me demanderais, moi, je te dirais, c'est impossible. Mais j'aimerais ça savoir, si tu te rappelles, si, mettons, on se déplace dans le temps, dans ta prep pour Boston, Mhm. à quoi ressemblait ta journée typique, tu sais, pour ta préparation? Tu sais, à quel point tu étais comme focus, tu sais, tu peux-tu Ouais. une Ben, tu routine, sais, on parle genre? de focus aussi. Quand tu veux te dépasser vraiment, puis tu vas aller chercher des minutes, tu peux passer par exemple de 2,35 à 2,33 ou en bas de 2h30, à un moment donné, c'est sûr, il faut que tu organises ton horaire pour que ce soit tout en place. Quand j'étais dans ce moment-là, je travaillais sur des cycles de 9 jours, chose qui est un peu atypique par moment là, quand Mhm. on regarde l'horaire des athlètes qui s'entraînent sur 7 jours. La raison pour laquelle, ben, c'était justement pour me permettre de faire un peu plus de volume, puis d'avoir mes intensités qui étaient plus, qui avaient plus de temps de repos entre mes intensités, fait que je récupérais pas mal plus là, à ce niveau-là. Fait que ça, c'était un format que je faisais assez. Sinon, ben, je te dirais que la plupart de mes journées, on montait dans du volume. On allait chercher du 140, 150 kilomètres par semaine dans les pics, puis même 160 quasiment dans un point tel. Vient après ça, ben, des doubles. Fait que ça, c'est pratiquement toutes tes journées. C'est des doubles à basse intensité. Souvent, tu vas avoir une bonne intensité le matin, puis tu vas avoir après ça une sortie très, très easy là, le soir, qui n'est pas quelque chose nécessairement de très long. Ça peut aller jusqu'à du 20 minutes, des fois juste du 15 minutes. Ben, ça ressemble un peu à ça. À travers ça, ben, là, tu ajoutes la muscu dans les plans de course, puis tu essaies de faire une progression qui est sensée. Là. Fait que je te dirais que c'était peut-être une préparation de 4 à 5 mois, mettons, là, de plans plus structurés là, pour Boston. Ça te prenait, mettons, à chaque jour, t'as-tu une idée de nombre de temps que ça te prenait l'entraînement? Je te dirais, là, en tout et partout, 2 heures peut-être par jour. C'est quelque chose qui peut bien se faire aussi là, à travers la vie de travail et tout, familial aussi, là, de réussir à trouver le temps pour t'entraîner, réussir à trouver le temps pour faire ta mobilité, tes entraînements de course. Fait qu'en dedans de 2 heures souvent par jour, 2 heures, 2 heures et demie, tu étais capable de faire quelque chose qui faisait du sens. OK. Puis, tu dirais, ça prend chaque athlète est différent. Tu dirais que ça prendrait quoi pour quelqu'un qui vise, mettons, un sub 3 heures au marathon? C'est quoi c'est quoi le prérequis? C'est une très bonne question. Ça dépend de chaque athlète aussi, c'est clair. Là. Il y a des athlètes qui ont des super bonnes prédispositions, qui vont s'en tirer avec peu de volume. Puis encore là, ben c'est ça, là, c'est assez partagé par rapport à ça, là, que le nombre de temps versus la vitesse et tout. Bref, je te dirais vraiment, puis c'est plate comme réponse, là, mais c'est certain que en bas de 80 km par semaine, espérer faire 3 heures, ça peut arriver, c'est clair, là, mais à un certain point, il faut que tu sois capable d'encaisser un certain volume dans ta préparation pour être capable d'atteindre ça. Après ça, ben, c'est de voir ton fond. Là, on parle souvent du fond, mais la Ouais. vitesse pure de l'athlète, ben, va pouvoir prédire un peu le potentiel qu'il peut avoir sur un temps comme un marathon. La fameuse barrière du sub 3 heures est quand même quelque chose d'assez fort là, chez les coureurs sur route là, qui veulent atteindre cet objectif-là. Puis mettons qu'on regarde pour les qualifications pour Boston, ben souvent ça va être dépendamment de ta catégorie là, d'âge, ça risque Ça a, d'être ça a descendu. ouais, ça a descendu. Ouais, avant c'était 3 heures, c'est rendu comme 2h52, 53 quasiment là, pour Ouais. certaines tranches. Là. Il y a quand même un 7 minutes de moins. Là. Fait que tu dirais que ça prendrait un minimum de 80 km par semaine consacré à la course. En Si la moyenne. personne a le potentiel aussi, mais c'est bon pour tout le marathonien aussi. La personne qui veut se mettre à faire du marathon, ben c'est sûr qu'il peut faire un marathon
sans se préparer nécessairement, mais c'est pas intelligent dans le sens que tu n'auras pas de plaisir. Tu vas peut-être te casser à un certain point, tu vas devoir marcher. C'est pas nécessairement bon pour la santé physique non plus de faire ça. Là. C'est ça, fait que ça dépend vraiment de la personne, ça dépend le sub 3 heures, ben, ça dépend du fond de la personne aussi, principalement. Là. Est-ce que la personne a la vitesse pour maintenir ça? Est-ce qu'elle a l'entraînement qui est fait avec ça aussi? Fait qu'il y a plein de facteurs à gauche, à droite qu'il faut observer là, pour ça. C'est certain que le potentiel peut être vraiment, vraiment rapide là, pour quelqu'un qui s'y met puis qui prend un sérieux à ça puis qui a un potentiel de vitesse, ben, c'est certain qu'il peut aller retrancher beaucoup, beaucoup de minutes dans les premières années qu'il s'entraîne. Puis après ça, ben là, c'est quand tu frappes des fameux plateaux. Ça peut prendre encore plus de temps pour aller retrancher ces minutes-là. C'est aussi, là, demander, c'est d'exploiter le plein potentiel de la personne. Demander, c'est bien beau de dire, OK, on veut courir après les minutes. À un certain point, tu frappes le plateau puis que ça devient plus dur, là, vraiment. Là. Puis, juste à donner un exemple à quel point ça peut varier. Là. J'ai parlé à David Cormier la semaine passée. Ça va être le podcast numéro 2. Lui, il a fait le QMT l'été passé, l'été 2025. Il a fini 4e au QMT 135. Puis, sais-tu combien qu'il court de kilomètres par semaine? Yes. Au QMT, ouais, 135. C'est une question piège, j'ai l'impression. Il doit s'en tirer, mais là, son background, c'est quoi? Tu sais, il y a un bon background d'endurance. Là. Son père l'a emmené faire le tour du Mont-Albert à 5 ans. J'ai l'impression que c'est une question piège, fait que je vais répondre dans ce sens. Tu vas faire comme du 60 km semaine? 50. 50? Aux alentours de 50, avec à peu près, je pense, c'est entre 1000 et 2000 des plus. Le D+. Ouais. Puis, mettons, moi, je fais à peu je fais ça, c'est un site, là, 50 km. Jamais je vais finir 4e au QMT 135. Ah non, mais des athlètes d'exception, il y en aura toujours aussi, c'est clair. C'est juste pour montrer. Tu peux avoir un athlète A qui fait 50, puis l'autre qui est moins bon. Ouais. Puis il y a des gens qui réagissent moins bien aussi au volume. C'est ce qu'on va voir aussi dans ta préparation. Lorsqu'on va augmenter un peu, parfois, cette fatigue-là que ça crée vient jouer sur des entraînements de qualité, puis là, t'es moins efficace aussi, mais c'est de jongler entre oui, augmenter le volume, faire des bons entraînements, oui, augmenter le D+, aussi, mais sans brûler le corps pour vraiment piquer jour J. Mais c'est clairement cet athlète-là, pour faire des 135 comme ça, monsieur, madame, tout le monde qui se dit demain matin, je me fais un 135 puis je vais faire juste un 50 kilos de moyenne de préparation. Parce que c'est la santé aussi à long terme là aussi. Si tu veux faire des trucs comme ça, en même temps, c'est ça. Plus on court, plus le corps s'adapte. Faire comme ça un 135 quand la personne sort un peu sans se préparer, ça peut marcher pour des athlètes d'exception, comme ton invité de la semaine passée. Mais c'est clair, dans tout ce qui est préparation, on veut amener la personne à encaisser ces impacts-là, ces chocs-là pour le court, moyen, long terme aussi. C'est bien beau aussi dans les objectifs. Puis souvent, les gens viennent nous voir pour des objectifs bien précis là, au crew pour des entraînements, pour un programme spécifique. Puis les gens, parfois, sont très, très ambitieux. Puis oui, on peut aider à justement s'améliorer rapidement. On a toujours en tête cette vision-là de c'est pas vrai que tu vas préparer ton premier marathon puis tu vas aller faire ton meilleur temps sur ton premier marathon. Non, il y a une question de prendre le temps de bien faire les choses, de prendre le temps premier marathon, d'expérimenter des trucs, commencer avec des distances plus courtes, de pas sauter trop vite aussi au marathon. Des fois, c'est ce qu'on peut voir. Fait que suivre un processus quand même logique, là, ouais. Puis le marathon non plus n'est pas une finalité. Souvent, on se met à course à pied, puis là, c'est toujours là, cette fameuse phrase-là, mais là, t'as fait ton 5 kilos, tu vas te faire un 10 kilos, tu finis ton 10, la personne va te demander, là, ton demi, ton demi, c'est juste un demi, tu vas te faire un marathon. T'sais, au final, est-ce que c'est plus santé de courir des marathons? Ben non, ce qui est documenté par rapport à la médecine, pour être en santé, il n'y a pas d'amélioration au niveau de la santé passer 7 km pratiquement. Là. Fait que ça, est-ce que c'est bon de se dire, moi, je vais m'entêter à faire des plus longs? Ben oui, pour la performance, c'est certain qu'à un moment donné, il faut que tu allonges un peu. Mais si on regarde juste au niveau de la santé, c'est pas nécessaire d'aller faire des longues distances. Puis là, tu t'entraînes pour des longues distances. J'ai fait des longues distances par le passé aussi. Puis on est un peu, justement, ça donne un but, ça donne un sens à notre vie quand on se dépasse et tout. Puis je le comprends très bien, mais si on demeure juste strictement au point de la santé, est-ce qu'on a besoin d'aller là? Ben là, c'est là que justement, il faut trouver son sens, puis ne pas nécessairement toujours être en mode de faut se comparer aux autres, puis c'est vraiment cool les gens qui se dépassent, mais ce n'est pas une finalité, tu sais, c'est aussi. Puis la question aussi, c'est à la base, tu sais, en tout temps, est-ce que tu as du plaisir dans ce que tu fais? Tu sais, si oui, tu pousses. Parce que justement, je parlais de ça avec David, justement, qui fait 50 km, puis lui, à la base,
mettons, comment qu'on appelle ça, là, ils visent toujours à avoir du plaisir. Fait que, tu sais, Ouais. si t'es toujours dans la poursuite de justement, tu veux faire un marathon en bas de 2 heures, 2h30, t'as pas de plaisir dans ton entraînement, il y a quelque chose de pas correct, là. Tu Ben sais, non. ton Ben objectif est non, pas bon. exact. Ben non, faut que ça Euh, vienne mousser un peu là, ta vie, puis ta structure, puis ça te motive vraiment d'y aller. C'est la même chose, là, présentement, tu me dis demain matin, veux-tu t'entraîner pour un sub 2:30 sur marathon? Ben, j'ai pas le mindset à ça présentement, puis hum, j'ai pas de mal-être intérieur à me dire, ben, hey, sais-tu quoi, je ralentis pour ma prochaine préparation, puis ça va revenir, puis il y a pas de stress à ce niveau-là non plus, là, puis de commencer à hum. dire, ben là, je t'ai rendu à tel niveau, puis là, ça fait plus de sens si je suis plus à tel niveau. Ben non, pas du tout, là, au final, c'est faut que ça reste, comme tu le dis, dans le plaisir, il y a pas besoin d'être toujours en mode performance non plus, là, quand tu t'entraînes, puis c'est correct parfois de faire une course, de pas l'aborder comme une course de PB ou de record personnel. Là, tu sais, ça peut faire partie aussi d'une préparation, puis ça peut faire partie d'une logique à long terme aussi quand on s'entraîne, de pas toujours être à la recherche du record. Puis même si justement tu frappes un plateau, ça fait partie du processus sur le long terme de justement d'accepter que OK, peut-être que le corps a besoin de ralentir un peu, peut-être que tu as été dans le surentraînement par moment, de récupérer, de mieux retravailler tes fondations pour mieux revenir quand ça va te tenter, puis quand tu vas avoir le mindset pour ça, puis la prédisposition aussi dans ton horaire de vie. Là, Puis tu sais, tout qu'est-ce ça qui est aussi le à fun considérer. Là. avec les sports d'endurance, qu'est-ce qui est le fun, c'est que tu peux performer à 60 ans. Hein. Exact. Ah Tu oui, sais, nombreuses personnes. ouais, mais énorme, là. T'as relax, t'as jusqu'à 55, 60, Oui. même 70, tu sais, il y a du monde qui court à 70 ans. Tu Ah sais, oui. Non, non, puis il y a des gens qui vont faire leur record. Moi, j'ai un de mes collègues de travail qui est quand même c'est une inspiration pour moi, qui a fait son record sur marathon à 52, 53, là, je ne m'abuse, là, fait que c'est impressionnant. Là. ben Fait oui, que ça montre à quel point le corps, justement, est capable d'aller loin. Puis ben oui. Et là, on va parler, je pense que ça fait 1 an ou c'est sur le bord de faire 1 an que vous avez fondé le crew. oui, le centre d'entraînement, le Crew à Québec, Ouais, est un centre justement. Bon, l'objectif premier de tout ça, c'est d'encadrer la course à pied. Nombreux sont les clubs de course, nombreux sont les gens qui ouais. se mettent à la course à pied et qui désirent juste suivre un peu ce qui se passe, puis sans nécessairement se questionner de comment bien le faire. Fait qu'on a ouvert un centre d'entraînement sur tapis. En fait, c'est un centre d'entraînement intérieur avec plusieurs tapis sur place. Il y a des écrans en avant qui nous permettent de justement de cibler les paces de chacun. Donc, chaque personne a son profil quand il vient s'entraîner chez nous avec ses données. Donc, la personne va respecter une progression. Il y a de l'ambiance sur place. Tu as l'impression d'être dans un party avec tout le monde autour qui souffre pour faire le même training. Puis chaque personne Ouais. vient d'avoir ont le même échelle de perception d'effort parce que un athlète olympique va faire le même style d'entraînement mais avec des vitesses complètement variées de monsieur, madame de 72 ans qui vient faire son training. C'est juste que les vitesses varient, puis bref, tout le monde y trouve son compte. Puis il y a un coach qui est sur place, puis en tout cas, c'est super trippant. Puis à la base, ça, c'était... Ouais, vas-y. Je veux pas Ben c'est ça, je vais dire, l'idée est venue d'où? c'est ça, à la base, on était des amis, on était 4 amis coureurs que justement, durant les dernières années, là, on partait souvent en camp d'entraînement, on faisait des marathons un peu partout dans le monde en gang, puis on tripait en chum à s'entraîner. Puis on était là, ouais, on pourrait peut-être ouvrir éventuellement un centre qui permet justement à nous aussi de s'entraîner puis de partager cette passion-là qu'on a pour la course puis d'encadrer la course à Québec. On parle de Charles Castonguay qui est une sommité pratiquement là, dans le domaine de la préparation physique à la course à pied. Guillaume Rioux, Guillaume Larose de Gingras qui sont des athlètes là, d'exception à la course qui s'entraînent. Là, je le dirais pas trop fort, mais c'est des gars qui sont le potentiel là, clairement pour faire des très gros temps sur marathon. Présentement, ils sont dans une forme assez convaincante pour aller faire un bon temps sur leur prochain marathon. Bref, je veux pas aller trop loin là-dedans, mais je les vois aller, ces gars-là, puis je suis OK, ces gars-là sont ailleurs présentement, fait que c'est le fun aussi. Puis il y avait, au travers de ça, il y a un autre ami qui s'est joint à nous, là, qui est Alexis Pajot, qui est un coureur, qui lui, sa branche, c'est plus tout ce qui est marketing et sa boîte de production, lui, présentement, fait que tout ce qui est vidéo, tout ce qui est promotion et tout, bref. Il est super calé là-dedans, fait que ça vient ajouter là, une autre corde à notre arc là, par rapport au centre. Là. C'est vraiment nice parce que, mettons, on n'a pas ça en Gaspésie. Là. Ben, en réalité, il n'y en a pas même dans le monde, au Canada. Puis l'hiver, là, sérieux, là, c'est ça qui est tough, c'est de s'entraîner l'hiver. Puis si je serais à Québec, je serais tout le temps au crew. Ben, c'est bon de s'entraîner l'hiver dehors, c'est sûr. Mais quand il y a le temps de faire des entraînements de qualité avec certaines structures, ben c'est bien beau de dire ouais, tu vas t'entraîner à effort marathon dans tempête. Tu sais, ton effort marathon, c'était pas la même cadence, t'étais en train d'être en mode randonnée tellement qu'il y a de la neige ou que ça glisse puis que là tu te plantes puis tu te blesses parce que t'es allé trop vite dans ton training, c'est pas optimal. Quand les gens s'entraînent en dedans, ben c'est certain qu'ils ont
tous les paramètres sont contrôlés, puis ça permet justement d'aller chercher des vitesses qui sont cibles, qui sont représentatives d'une situation de course. Puis après ça, ben oui, on encourage les gens quand même à courir dehors, justement juste pour la santé, puis de prendre l'air, mais pas en mode je m'en vais faire mon training d'intensité à noirceur pendant qu'il y a une tempête, puis du verglas. Puis la qualité est meilleure en dedans parce que, tu sais, l'hiver, là, c'est comme, OK, ben là, je suis pas à ma plein effort parce que je me retiens, parce que j'ai peur de glisser, parce que c'est glacé. Tu sais, en tout cas, la sludge puis tout ça. Fait que, tu sais, en allant à l'intérieur, je pense que la qualité de l'entraînement, surtout pour les intervalles, tu sais, c'est 1000 fois meilleur. Hein. Ah non, fait que ça, c'est un plus. Puis à Québec, on est quand même chanceux d'un centre de glace aussi qui est un super endroit pour s'entraîner. Mais ça reste que l'aspect d'être seul dans un sens pour faire ton training est quand même présent. Tandis qu'au crew, quand les gens viennent en gang, même s'ils sont pas au même pace, ben, ils ont l'impression d'être ensemble quand même. Tu finis ta rep de 2 minutes d'effort, ben tu finis, t'es à côté, t'es pas à 100 mètres de distance, par exemple, sur ta piste, puis que là, l'autre repart, puis que t'es pas en même place. Fait que là, tout le monde finit ensemble. Ouais. Il y a vraiment l'aspect de communauté aussi qui est trippante là, à retrouver, parce que oui, la course, c'est un sport individuel, mais ça reste que s'entraîner en gang, il n'y a rien de plus fun que ça. Puis nous, c'est ce qu'on vivait dans le temps avant même d'ouvrir le crew. On était pas mal tous dans les mêmes vitesses à ce moment-là, fait que c'était trippant de s'entraîner ensemble, puis d'être là l'un pour l'autre quand on s'entraîne, puis quand il y en a un que ça y tente moins, ben les autres sont là pour soulever le groupe et tout. Fait que ça, c'était vraiment un plus. Puis c'est vraiment ce qu'on veut recréer aussi au crew. Là, quand les gens viennent, ils finissent la séance, puis ils font ben, jamais je pensais que j'allais être capable de courir à ces vitesses-là aujourd'hui. Jamais je pensais que j'allais être capable de me motiver à me dépasser comme ça. Mais quand ils arrivent au crew, l'ambiance est là. Puis ils font juste suivre, puis ils se dépassent. Puis ça, c'est vraiment la force là, qu'on a mis en place là, dans la dernière année. Ah oui, c'est vraiment nice. C'est un peu comme, tu sais, moi j'ai vécu ça dans le CrossFit, là. La communauté. T'as aussi, si moindrement que 2 personnes est compétitive, mais tu sais, ils peuvent se challenger. Ouais. Tu sais, mettons, Ouais, moi, vraiment. honnêtement, là, je vais te conter quelque chose. Là. La première année que je faisais du CrossFit, là, OK, je faisais que des cours de groupe. Fait que je faisais un cours comme au crew. C'était 1 heure, in and out. Je te ne mens pas, là. J'avais le petit stress de compétition, là, parce que moi, j'allais là performer. Là. C'est pas sain, là, ce que je dis. Là. C'est excellent, c'est le nom, c'est bon. Tu t'es capable de le reconnaître, c'est excellent. Mais ça a fait en sorte que je me suis énormément amélioré parce que ça a toujours été... J'ai toujours chassé quelque chose. OK, je veux battre telle personne sur tel workout. Après ça, je veux battre telle personne sur toutes les workouts. De fil en aiguille, tu sais, c'est carrément de même que je me suis amélioré. Là. Mais c'est comme j'ai dit, c'est pas sain. Là. Ne faites pas ça. Mais c'est intéressant. Nous, c'est sûr, il peut avoir cet aspect-là quand même au crew, mais de notre côté, quand les gens viennent s'entraîner, ils ont leur target affiché à l'écran. Fait que le coach, c'est sûr, s'il voit que la personne est dans l'ego complètement, ben c'est sûr, on va pas empêcher les gens d'aller, on n'est pas leurs parents pour leur dire quoi faire, mais de l'autre côté, le coach qui voit que, OK, ben finalement, la personne va vraiment plus vite, ben soit qu'elle est vraiment plus en forme que qu'est-ce qu'elle nous a dit ou qu'est-ce qu'elle a testé dans les dernières semaines, ou ben là, elle est en train de se tirer dans le pied parce que au final, tout est structuré, tout est fait avec la science aussi de l'entraînement. Fait que si la personne va vraiment, vraiment plus vite, ben c'est sûr qu'il y a un petit risque quand même à la course à pied aussi. Là. Puis la course, c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est tellement scientifique. Puis souvent, les gens vont penser, ben faut toujours que j'aille gaz dans le fond. Puis souvent, c'est ce qui se passe, là, c'est que les gens vont courir dehors, puis ils vont toujours à la même vitesse, ou ils vont toujours essayer d'aller plus vite. Finalement, ben ils font ça pendant 1 mois ou 2, ils s'améliorent rapidement, puis après ça, il y a une blessure. Ben, il y a une progression quand même à suivre. Il y a tellement du bon à aller chercher de la basse intensité, d'apprendre au corps justement juste à absorber l'impact. À basse intensité, on le dit tellement souvent, mais il faut apprendre à courir plus lentement pour courir plus vite. Puis justement, ben, la course, ça fait pas avant ta course. Là. Fait que quand quelqu'un s'entraîne pour un 5 km puis fait des 5 km à bloc tout le temps, ben c'est pas ça nécessairement qui va être le mieux, là, surtout si tu commences à courir C'est et pas tout. optimal. Là. C'est pas optimal. Non, exact. Puis, dans le fond, nous, on a une relation en ligne parce que moi, je suis en Gaspésie. Je voulais voir ensemble, de ton point de vue comme coach, c'est quoi qu'est-ce que l'athlète doit faire pour faciliter ton travail? Tu comprends ce que je veux dire? Pour avoir une bonne relation athlète-coach, qu'est-ce que tu t'attends de l'athlète qui travaille à distance avec un coach? C'est sûr, ben là, nous autres, maintenant, dans la façon qu'on travaille justement au crew, ben, on fait des programmes individualisés, là, comme avec toi aussi, justement. Ben, ce qui est vraiment important, nous autres, c'est bien beau, là, des plans d'entraînement. Il y en existe des milliers sur Internet. Il y en existe des bons aussi sur Internet, on ne se voit pas de cachette. Mais là où la force, justement, du coaching vient à avoir, ben, c'est le coach qui est là pour, justement, avoir le suivi, que ce soit à chaque semaine,
principalement, où tu peux voir justement les trainings que l'athlète va faire, puis de justement avoir cette rétroaction-là. Fait que je te dirais, le plus important, c'est cette rétroaction-là, c'est le temps qu'on va prendre justement à s'appeler, le temps qu'on va prendre justement à analyser tes trainings pour moduler l'entraînement qui va suivre, pour justement pas faire d'erreur, de dire, OK, ben là, par exemple, je te prends un exemple, ton hamstring qui est vraiment en tête dans les dernières semaines, puis là, on se dit, ben là, on fait fi de ça, nous autres, on stick sur le plan qu'on avait, le plan global. Il faut pas déroger, puis si on déroge, mais non, au contraire, justement, dans un plan, c'est jamais linéaire, puis il va y en avoir des embûches, puis il va y en avoir des ajustements à faire. Fait pour ça, c'est certain. Nous, on fait l'analyse de tes données dans tes trainings. Puis c'était super bon pour le faire, pour commenter dans Training Peak, par exemple, tes trainings. Mais il n'y a rien d'aussi puissant que ça, justement. C'est bien beau d'avoir les chiffres, mais d'avoir tes perceptions d'effort, d'avoir tes ressentis à ce niveau-là. Parce que oui, les chiffres vont nous parler. C'est certain que si tu fais un jog easy vraiment trop rapide, ben non, on peut le voir, puis on peut ajuster pour la suite. Mais si, par exemple, tu complètes un training, puis moi, je vois les chiffres, parfait, t'es dans les bonnes zones, t'es dans les bons paces, mais que toi, finalement, tu t'es vraiment, vraiment senti de ça, puis tu sens que tu récupères pas de ce training-là ou que tu as emmagasiné de la fatigue de la dernière semaine ou des dernières semaines. Ben là, c'est là que c'est important, justement, de nous le dire pour qu'on puisse ajuster. Des fois, ça va juste être, OK, ben là, t'avais une semaine de deload qui était prévue la semaine prochaine, mais on va la devancer un petit peu pour justement là, arranger ça. Même chose pour le dénivelé. Il y a des choses aussi qu'on va devoir tester. Là, je t'ai envoyé le plan par rapport justement au dénivelé, le D+, qu'on va faire dans les prochaines semaines. Mais peut-être que ton corps, à un certain point, va dire, mais ça me fatigue vraiment trop. Ben, comment qu'on va ajuster ça? Peut-être juste de changer, justement, là, de réduire l'intensité, de faire plus de temps sur nos jambes. Bref, il y a plein de choses qu'on peut faire là, pour venir ajuster. La meilleure chose qu'un athlète peut faire, c'est de donner des bons feedbacks. Sans nécessairement écrire Donner un bon roman. feedback. Ouais. Sans écrire un roman après chaque workout, là, mais donner un bon feedback constructif pour le coach. Puis prendre le temps aussi de savoir que le coach est présent aussi, puis de pas juste être un numéro aussi dans une préparation, c'est de sentir que OK, le coach est vraiment là aussi, puis si on peut se planifier un appel pour jaser de telle affaire, comprendre aussi, puis de parler un peu de la relation coach-athlète, ça va plus que justement juste des données aussi. Là, c'est un suivi personnalisé et individualisé qui est humain aussi, qui est important. Quand tu regardes justement les athlètes, c'est des études qui sont par rapport à ça, justement des coachs qui vont entraîner des athlètes puis qui vont prendre le temps juste de jaser avec leur athlète avant la séance d'entraînement. Ben, c'est le fait qu'ils s'intéressent aux autres qui vont parler pendant 5-10 minutes avant le training. Il y a des meilleurs résultats dans l'entraînement que le coach qui arrive et qui fait juste dire OK, ben voici le plan, puis froid, puis vraiment détacher tout ça. Fait, il y a quelque chose aussi vraiment intéressant à aller chercher puis aller comprendre de cette relation-là athlète-coach qui est au-delà de juste les chiffres, puis qui est au-delà de la science pure de tu dois courir à telle vitesse, tu dois faire ça, tu dois faire ça. Puis si on va à l'autre spectre, ce serait quoi les choses à ne pas faire un athlète à distance? Comment qu'un athlète à distance ne doit pas agir avec son coach? Se mentir à soi-même, première étape. OK, c'est bon. Non, mais tu sais, puis parfois, c'est ça, c'est de déroger du plan pour se convaincre. Puis parfois, ça va arriver aussi, là, souvent, les gens vont douter. Les athlètes vont se mettre à douter quelques semaines, par exemple, avant. Dans l'affûtage, souvent, c'est une erreur qui est assez commune là, dans une préparation. Dans l'affûtage, tu te mets à douter un peu de tes capacités. Tu te sens plus fatigué. Pour faire certains entraînements. Les entraînements que tu fais ne sont pas sentis comme ils devraient se faire ressentir parce que la fatigue est présente. Puis là, on s'affûte justement, fait qu'on deload. Fait que c'est normal que ça crée d'autres problèmes. Mais là, dans ces temps-là, parfois, les athlètes vont juste en faire plus pour se convaincre qu'ils sont capables. Fait que, mettons que tu avais un 3 fois, je vais donner un exemple. Mettons que tu avais des 2 minutes à faire, des 4 fois 2 minutes à un pace X à faire. Et là, vu que ton 2 minutes n'est pas bien senti, tu dis, je vais en faire 3 de plus juste pour me convaincre que je suis en forme. Mais c'est plus le temps. Ta préparation est faite. Ça, c'est un exemple. Une autre erreur, ça va être de courir trop vite tout le temps. C'est ça aussi, on le voit. Puis souvent, c'est ça que notre rôle aussi de juste de ramener à, OK, là, présentement, les jogs easy, clairement, tu avais peut-être l'impression que tu te sentais easy, mais clairement, les fréquences vont monter dans le tapis. Si ça te permet pas de récupérer, c'est bien beau de jogger vite, ça va t'améliorer rapidement, mais sur le long terme, dans un plan, dans une structure globale, c'est sûr que ça va pas te faire piquer au bon moment si tu te mets à jogger rapidement tout le temps, puis tu récupères pas bien tes trainings. Ça peut même avoir un impact sur tes trainings de qualité qui vont suivre si tes jogs étaient trop rapides, par exemple. Puis moi, je pense que j'en ai un aussi parce que de cacher quelque chose avant que ça soit trop gros. Je sais pas si tu me suis. Ouais. Parce que moi, personnellement, quand j'ai quelque chose, là, une petite tension, mais là, je vais négocier avec moi-même. Est-ce que c'est vraiment quelque chose qu'il faut s'inquiéter ou... Puis là, je négocie le temps que je devrais te le dire. OK, ben non, mais mais c'est vrai. Parce que je me le dis, si j'y dis, ben il va me programmer moins
Fait que, tu sais, ma progression va être moins bonne. Puis, tu sais, en réalité, je pense que c'est un red flag de dire, ben là, t'attends Mm. trop, puis à un moment donné, on a augmenté le volume, il n'y a pas eu de deload, ça s'empire, puis là, au final, la conséquence, c'est que tu manques 3 semaines d'entraînement parce que tu es vraiment trop blessé. Fait que je Ouais. pense que ce serait un autre. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, vraiment. Puis il faut vraiment trouver le juste milieu aussi parce que tu sais, des inconforts dans une préparation d'ultra, dans une préparation marathon, il va toujours en avoir des petits inconforts aussi. Puis c'est vrai que c'est pas facile, même en tant qu'athlète, de se dire est-ce que je suis dans de la douleur aiguë qui va s'empirer ou c'est juste un petit bobo, un petit inconfort qui va passer. Ça aussi, des fois, c'est pas facile à gager. Mm. Mais de notre côté, c'est d'en être conscient puis de voir aussi l'augmentation de la douleur. Tu sais, si par exemple tu te mets à courir puis là c'est une petite affaire, une petite sensation dans le genou qui finit par passer après 2-3 minutes d'échauffement, ça va, parfait, ça revient pas, ça s'empire pas. Ben là, ça, c'est oui, on peut le souligner, puis en effet, ça va pas nécessairement jouer sur la préparation à court terme là s'il y a pas de si ça finit par passer. Parce que souvent, les petits inconforts vont finir par passer quand même bien si on réduit l'intensité puis qu'on continue à faire du volume. Des fois, l'erreur qu'on va faire, c'est justement de tout arrêter, de penser que ça va revenir. Souvent, c'est Ouais. justement continuer à mettre un peu d'activation, juste de réduire un peu, mais ça va pas faire en sorte qu'on va être désentraîné. Au contraire, ça va juste faire en sorte que la blessure va mieux revenir. Et là, souvent, le danger, c'est quand justement la douleur augmente pendant l'échauffement, puis que là, on s'entête à finir le training. Ben non, ça, c'est aussi une Ouais. erreur qui est assez commune de dire, OK, ben là, la douleur est partie d'un 2/10, puis après 20 minutes, je suis rendu à 4-5/10, puis là, je suis en mode guerrier, puis il faut que je finisse mon entraînement. Ben non, 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 pas du tout. Si la douleur dépasse un 3/10 après, qu'elle a augmenté, c'est du quoi, on ferme les livres, puis on rentre à la maison, Ouais. puis Ouais. c'est ça. On le dit au coach, puis après ça, on réajuste pour la suite. Et on va réévaluer qu'est-ce qu'il y en est, puis on va aller de l'avant par la suite. Mais c'est de pas s'entêter. Souvent, c'est ça l'erreur. Là. C'est qu'on dit ça va passer, puis là, la douleur augmente, puis soudainement, ça arrive, puis là, Il est trop tard. on est en arrêt pour 3 semaines de ça. Ouais, ça. All right. Et as-tu d'autres choses à ajouter par rapport au coaching à distance que j'ai? Non, mais c'est important aussi qu'on puisse se rencontrer toujours en présence aussi, c'est de voir le vibe à distance. C'est comme nous, tu étais venu à Québec, on a pu se rencontrer. C'est quand même un peu de la base aussi quand même là, de se faire confiance, puis de faire confiance au processus, puis de pas hésiter à poser des questions. Puis même quand si ça arrive là, parfois qu'on est en désaccord avec son coach, puis qu'il y a des affaires qu'on comprend pas, mais de pas hésiter à le nommer, puis de dire OK, pourquoi on fait ça? Puis ça peut vraiment juste aider aussi là, à la compréhension parce qu'il n'y a rien de pire que juste s'entêter et dire je suis pas d'accord, je comprends pas, j'ai lu une autre affaire, puis là finalement c'est le contraire, mais si on se rejoint pas là-dedans, il y a toujours une Ouais. explication pour la raison pour laquelle on fait les trucs. Puis il y a des visions parfois qui peuvent varier, mais c'est de le dire, de le nommer, puis après ça, ben on va vraiment être sur la même page, puis c'est ça qu'on veut. Là. Tu veux pas être en deux mondes opposés complètement, Ouais. de faire deux choses différentes. Tu veux vraiment comprendre, faire confiance au processus, oui, mais comprendre l'idée derrière ça, puis d'aller de l'avant, puis de se respecter, puis de nommer les choses quand ça arrive. Là. Merci d'avoir écouté un autre épisode du podcast. Si vous aimez le podcast, n'hésitez pas à faire un review. Ça va me donner du feedback, voir si vous aimez le contenu. Et vous pouvez aussi partager. Si vous avez retiré quelque chose de bon pour votre parcours athlétique, n'hésitez pas à le partager à vos training partners ou des gens qui vous connaissent. À partir de cette semaine, le podcast va être vraiment plus récurrent. Je vais commencer à publier un épisode par semaine. Donc, on se voit la semaine prochaine avec un deep down de mon parcours pour le 100 miles. À la semaine prochaine. Ciao.